Un an après sa réélection haut la main, le président russe Vladimir Poutine fait face à une nouvelle vague de critiques. Face aux provocations, le pensionnaire du Kremlin prépare la riposte. Nicolás Maduro tient bon face à l'ingérence humanitaire américaine. Alors que Donald Trump a menacé les militaires vénézuéliens fidèles au président élu, ceux-ci ont maintenu leur position. Cette nouvelle opération de déstabilisation de Washington en Amérique du Sud pourrait finalement s'avérer plus périlleuse que prévu. Mardi, 120 personnes se sont rendues au tribunal de Paris pour dénoncer l'usage des compteurs intelligents Linky par Enedis. En plus des doutes sur l'impact sanitaire de ces installations, la filiale indépendante d'EDF envisagerait de faire du commerce avec les données récoltées par les compteurs. Madame, monsieur, bonsoir. Vladimir Poutine hausse le ton. Un an après avoir été réélu haut la main, le président russe se voit attaqué de toutes parts. Prétendue chute dans les sondages, accusation de violation d'un traité international. Tout est bon pour mettre à mal la politique russe. Vladimir Poutine prêt à la riposte. Mercredi, c'est dans un contexte particulier que le président russe s'est exprimé à l'Assemblée fédérale, les deux chambres du Parlement russe réunies pour son discours annuel. Pour la première fois depuis sa réélection pour un 4e mandat, avec un score sans précédent en près de 20 ans de pouvoir, Vladimir Poutine s'est montré particulièrement offensif face au vent de défiance qui plane contre lui. En effet, alors qu'il a été réélu haut la main, le pensionnaire du Kremlin est annoncé en difficulté dans les sondages, où sa cote de popularité serait en baisse du fait de la chute continue du niveau de vie depuis 5 ans, du relèvement de l'âge de la retraite et de la hausse de la TVA. Une prétendue chute alors que le président est toujours crédité de 64% d'opinion favorable, de quoi faire pâlir bon nombre de dirigeants occidentaux. D'ailleurs, Vladimir Poutine a consacré l'essentiel de son discours au développement social et économique de la Russie, en promettant d'améliorer l'état et le bien-être des familles russes, annonçant par la même occasion une baisse des charges fiscales pour les familles. Cependant, c'est bien le contexte international qui a retenu toutes les attentions. En effet, alors que Vladimir Poutine s'est prononcé en faveur du maintien de Nicolás Maduro à la tête du Venezuela, cette prise de position a froissé le rival états-unien ouvertement favorable à la mise en place de Juan Guaidó. Et l'escalade des échanges entre les deux éternels rivaux n'a fait que s'accentuer lorsqu'il a été question des armements nucléaires. Et à ce petit jeu, Vladimir Poutine ne compte pas se laisser faire. Alors que les États-Unis ont annoncé leur sortie du traité INF sur les forces nucléaires à portée intermédiaire et envisagent de déployer de nouveaux systèmes d'armement en Europe, c'est bien la Russie qui est accusée de mettre de l'huile sur le feu. En effet, Washington et l'OTAN accusent Moscou d'avoir déjà enfreint cet accord de 1987 visant à réduire les arsenaux nucléaires russes et américains. Pour sa part, Vladimir Poutine dénonce des accusations imaginaires susceptibles de déboucher sur un réarmement bilatéral. En clair, si les États-Unis déploient leurs missiles en Europe, la Russie ripostera. Il n'en fallait pas plus pour accuser Vladimir Poutine d'attiser les braises. Pourtant, point de feu en vue, seulement un avertissement. Le président russe a souligné que la doctrine nucléaire actuelle excluait l'option de frappe préventive, privilégiant les négociations. Et face à l'ingérence, le Venezuela tient bon. Alors que Donald Trump a menacé les militaires vénézuéliens fidèles au président élu, le ministre de la Défense a répondu avec fermeté. La crise politique et institutionnelle que traverse le pays pourrait bien être partie pour durer. Olivier Frère-Jacques. Menaces, ingérences et coups d'État, le temps passe et les rapports qu'entretient Washington avec ses voisins sud-américains semblent toujours le même. Et Donald Trump ne déroge pas à la tradition d'ingérence en la matière. En témoignent les menaces proférées par le pensionnaire du bureau Oval mardi 19 février. L'actuel président des États-Unis a ainsi affirmé aux officiers supérieurs vénézuéliens qu'ils couraient à leur perte s'ils refusaient de s'allier à l'opposant Juan Guaidó, un opposant sans légitimité dans le pays mais qui a été choisi par l'oncle Sam, suivi de nombreux pays d'Amérique et d'Europe. Le pays, en proie à une grave crise économique, est désormais encore plus pénalisé par le désordre ambiant. L'occasion pour Washington de proposer une aide humanitaire bien opportune, une aide humanitaire que refuse le gouvernement qui y voit un cheval de Troie des ennemis du pays. Y permanecerá desplegada y alerta a lo largo de las fronteras, como lo ha ordenado nuestro comandante en jefe, para evitar cualquier violación a la integridad
de su territorio. Préserver l'intégrité territoriale du pays en renforçant la surveillance le long des frontières donc, mais pas seulement. Le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, a surtout affiché publiquement son soutien au président élu Maduro, en affirmant par ailleurs que les forces étrangères devront passer par-dessus les cadavres de l'armée pour parvenir à leur fin. Le président Nicolás Maduro bénéficie donc du soutien de son armée, élément indispensable pour rester aux manettes. Il continue également de dénoncer les incohérences du président autoproclamé Juan Guaidó. Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¿Por qué no convocó? Propulsé à la tête de l'opposition pro-américaine, Juan Guaidó semble pour sa part attendre son heure, mais celle-ci pourrait arriver plus tard que prévu, eu égard au soutien militaire dont bénéficie Nicolás Maduro. De son côté, Donald Trump double d'efforts pour convaincre de la nécessité de s'immiscer dans la politique vénézuélienne, évoquant d'hypothétiques milliards de dollars volés par des dirigeants politiques. En plus de cela, le président américain brandit le presque indémodable drapeau de l'antisocialisme, promettant la fin du communisme au Venezuela, mais aussi au Nicaragua et à Cuba, rien que ça. Au combat médiatique mondial qui voit s'affronter Maduro et Trump s'ajoute une guerre économique toujours plus intense et dont risque de dépendre la survie du pays. Ainsi, Caracas affirme que les sanctions de Washington ont fait perdre au Venezuela pas moins de 30 milliards de dollars. En revanche, le pays peut encore compter sur le soutien de Moscou qui a envoyé 300 tonnes d'aide humanitaire mercredi. Une aide qui pourrait bien s'avérer précieuse si la pression américaine s'intensifie et si la crise dure plusieurs années. Plus généralement, c'est la question du droit d'ingérence dit humanitaire qui revient sur le devant de la scène, la notion ayant un temps été mise de côté depuis les attentats de New York de 2001 et remplacée par l'intervention au nom de la lutte contre le terrorisme. Linky, le fameux compteur intelligent d'Enedis, fait encore parler de lui. Alors que de nombreuses associations s'opposent à son installation en faisant valoir des risques potentiels pour la santé, c'est désormais un autre problème qui est pointé du doigt. Élise Blaise. Le compteur Linky nocif peut-être, mais lucratif sûrement. C'est en tout cas ce qu'affirment de plus en plus de voix en France, alors que l'installation du fameux compteur intelligent se poursuit. Mardi, 120 personnes se sont rendues au tribunal de Paris pour demander des mesures conservatoires contre les compteurs Linky. Après de nombreux échecs d'action collective, les deux avocats des requérants pensent avoir en main de quoi avancer vers une jurisprudence en faveur des consommateurs. En 2017, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, recommandait l'installation de filtres contre les signaux émis à cause du courant porteur en ligne, le CPL, utilisé par les compteurs Linky pour transmettre les informations. Pour autant, cette fois, ce ne sont pas les risques possibles pour la santé qui sont mis en avant. En effet, le point soulevé par les avocats concerne désormais la sécurité des données des utilisateurs. Selon un document d'Enedis, l'entreprise est en passe de devenir un courtier en information, comprendre un nouvel acteur du big data. Rien d'étonnant puisque selon les projections de la filiale d'EDF, si 35 millions de compteurs sont installés en France, ils devraient recueillir pas moins de 1800 milliards de données chaque année grâce à des mesures effectuées toutes les 10 minutes. Enedis aurait d'ailleurs déjà fait valoir ses perspectives auprès d'investisseurs potentiels. En effet, quelle aubaine pour les entreprises de pouvoir connaître les moindres petites habitudes de consommateurs potentiels. Déjà en mars 2018, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, avait jugé particulièrement intrusive la collecte de données faite par ces compteurs, à plus forte raison que les données relevaient de la vie privée et que les utilisateurs n'avaient pas donné leur accord. Une recommandation de la CNIL un peu à contre-courant puisque les compteurs avaient déjà commencé à être installés et que le patron d'Enedis ERDF avait tranquillement affirmé dès début 2016 qu'il fallait compter son entreprise parmi les opérateurs du big data. De quoi vous rappeler, si vous l'aviez oublié, que quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Je ne mets pas sur le même plan la manif pour tous et les terroristes islamistes, mais je souligne l'existence d'une convergence idéologique. Ces propos sont ceux du secrétaire d'État à l'égalité homme-femme Marlène Schiappa dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Une manière à peine contournée de faire un fameux amalgame entre salafistes et militants pro-famille. Pas à son coup d'essai au jeu de la petite phrase, Marlène Schiappa ne lasse pas seulement ses adversaires politiques, mais aussi dans son propre camp. En effet, après le départ de son chef de cabinet Stéphanie Lozano, c'est au tour d'Anne Rubenstein, sa directrice de cabinet, de quitter le navire ministériel. Cette dernière serait lassée de la communication permanente du ministre aux dépens des dossiers de fond.
Les antidouleurs, un médicament qui vous veut du mal. Chaque jour, près de 200 personnes perdraient la vie à cause des opioïdes, un composé dérivé de l'opium prescrit et vendu légalement aux États-Unis, soit 72 000 décès par an, plus que les armes à feu et les accidents de la route cumulés. Autre conséquence, le nombre élevé de bébés qui connaissent des retards de développement ou des problèmes moteurs dus à la présence de ce type d'antalgique dans l'organisme de la mère. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mercredi, Donald Trump s'est opposé au retour aux États-Unis d'une femme qui avait rejoint l'État islamique en Syrie. La raison, Oda Moutana ne serait pas américaine, une affirmation immédiatement démentie par l'avocat de la concernée. Le cas de Oda Moutana intervient au moment même où Donald Trump exhorte les Européens à rapatrier leurs centaines de ressortissants détenus par l'Alliance arabo-kurde des forces démocratiques syriennes après avoir rejoint les rangs de l'État islamique. Gad Elmaleh fait jouer ses droits d'auteur face aux accusations de plagiat. Mercredi, l'humoriste copieur a demandé, par le biais de ses avocats, à Twitter de supprimer 2 vidéos qui révèlent de fortes similitudes entre ses sketchs et ceux d'autres humoristes reconnus pour une raison pour le moins surprenante, une atteinte aux droits d'auteur. Après la suppression, celui qui accuse Gad Elmaleh de plagiat, Copy Comic, a invité les internautes à récupérer les vidéos sur YouTube pour éviter qu'elles ne disparaissent complètement. Et dans un instant, notre Zoom du jour, le fondateur du Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron, nous amène à la rencontre de Jonathan Alperi, journaliste franco-américain retenu en otage 81 jours par les djihadistes en Syrie. Ensemble, ils font le tour de l'actualité internationale. J'ai été kidnappé par des groupes islamistes près de Damas, et pourtant je couvrais leur côté. Ils ont décidé de m'attraper pour des raisons financières essentiellement, parce que pour subvenir à leur effort de guerre. Donc, j'ai passé pas mal de mois en captivité avec ces types-là, et j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a Al-Nusra qui a voulu me racheter à un moment, les types de Daesh. Donc en fait, il y a eu une compétition pour m'avoir. Et finalement, il y a de l'argent qui a été versé pour ces groupes, et ça venait un parlementaire du gouvernement de Bachar al-Assad. Et ce soir, retrouvés immédiats, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent la cérémonie des Bobards d'Or, les accusations d'antisémitisme contre les Gilets jaunes et l'annonce par Emmanuel Macron du renforcement de la censure sur les réseaux sociaux pour lutter contre l'antisémitisme. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu une dispute homérique avec l'habituel carré de débatteurs au bar de Campagnol sous l'écran à l'heure du jeu télévisé. Vous savez, ce jeu où les gens essaient de se souvenir des paroles des chansons célèbres. Si je fais mention de ce jeu-là, c'est pour me souvenir de vous en parler demain. Mais pour l'heure, donc, place au psychodrame habituel dont le thème m'a paru intéressant. Il s'agissait d'histoire, avec un grand H. Et le prétexte, comme souvent, c'était, puisque le bar fait marchand de journaux, la marée des magazines là, qui traitaient de questions historiques, d'énigmes historiques, de personnages historiques. Et c'est là que le bas a blessé apparemment, puisque notre abonné au Monde a piqué sa crise de nerfs. Je vous rappelle le profil, catho de gauche, lecteur de la Croix et du Monde, toujours prompt à rabaisser l'ego d'autrui et à donner des leçons d'écoute et de partage, mais ne s'apercevant pas qu'à force de dire « laisse-le parler », à vouloir passer sans arrêt pour le type raisonnable qui est seul au courant de tous les aspects de la question, à faire de l'ironie à propos des complotistes dès qu'on ouvre la bouche, ce type qui se veut la modestie et la mesure incarnée est en fait le pire dominateur qui soit, en attribuant la parole aux uns, pas aux autres, en corrigeant tout ce qu'on dit, en promettant de vérifier en rentrant, sous-entendu d'aller voir dans le dictionnaire pour vous river votre clou le lendemain, sauf qu'il domine non en s'affirmant, mais en doutant de ceux qui s'affirment. Vous allez voir le rapport. Le type s'est énervé parce qu'il voyait Stéphane Bern en couverture du magazine, qu'il dirigeait d'ailleurs, et qui s'appelait Secret d'Histoire. À quoi Gustave a répondu « Mais qu'est-ce qui te prend? C'est un copain du pouvoir en plus, il est copain avec Macron, ça devrait te plaire !»
Ça, c'est pas la question, a dit l'autre. Il nous resserre toujours les mêmes salades sur la vie des grands hommes, alors qu'il n'y a pas un seul de ces journaux, pas une seule de ces émissions qui traitent de l'histoire sociologique, de l'histoire des peuples dans leur ensemble. On dirait que tout est affaire de personnages, de mauvais caractères, de favorites. Bon Dieu, mais il y a tout de même autre chose dans l'histoire. Il y a des logiques souterraines. Te fatigue pas, a dit Gustave, tu nous fais du marxisme. Là, tu pourrais résumer en disant que l'histoire n'est pas faite par les grands hommes, qu'elle est faite par la lutte des classes. Et l'autre a répondu, oui, parfaitement. Sauf que, a dit Gustave, Lénine, Staline, Hitler étaient des ordures à titre personnel et que, quand tu lis Saint-Simon, tu te demandes ce qu'aurait été le grand siècle et même celui d'après, sans Louis XIV. Donc moi, je veux bien que tout se passe dans les souterrains de l'histoire, que l'histoire dépasse complètement les hommes qui la font. Il y a quand même ceux qui la font et ceux qui la regardent se faire. Toi, par exemple. Mais là où tu n'es pas honnête, c'est quand tu prétends une chose pareille, justement au moment où le pays connaît le pire dirigeant perso qu'on ait eu depuis De Gaulle, une espèce de malade qui est un mélange de Louis XI et de Zuckerberg, et qui d'ailleurs, c'est bizarre, va dans le même sens que toi. Il nous dit « Je ne suis que le modeste instrument d'un changement d'époque. À travers moi, la transition se manifeste entre le monde d'hier et le monde de demain. » Mais en fait, tu t'aperçois que le principal là-dedans, c'est pas le monde de demain, c'est le « à travers moi ». Moi. En fait, on ne voit que lui, on n'entend que lui. Son grand débat, là, c'est surtout le moyen d'aller faire son numéro en disant « J'ai tout compris, je vais répondre à vos questions ». Y compris et surtout à celles que vous n'avez pas posées. Comme ça m'évitera de répondre à celles que vous me posez. Et d'ailleurs, parce qu'on n'est jamais trop prudent, je vous ai remis la liste des questions. Le premier qui me parle de Benalla, je lui envoie la sécurité. Mais non, justement, a dit notre abonné au Monde, tu vois bien que son mouvement, là, est l'émanation d'un élan qu'on n'avait pas vu venir depuis longtemps. C'est ça, les forces souterraines de la nation. Dis donc, a dit Gustave, les forces souterraines, c'est pas tes 14% d'électeurs financés par Goldman Sachs, j'espère. C'est plutôt les gens qui portent un gilet jaune en ce moment. Et tu vas voir que tu es démenti de bout en bout. C'est un seul type qui fait l'histoire, puisque les forces souterraines ne peuvent plus le blairer. C'est clair. Tu me dis, l'histoire se fait pas par les personnages historiques. Là, tu as un contre-exemple magnifique. Tout le monde dit Macron démission, Benalla en prison. Après ça, tu vas me dire que l'histoire n'est pas une question de personne. Et qu'il n'y a que des phénomènes sociaux. Remarque, en essence, tu as raison, nous avons affaire à un phénomène. Le problème, c'est lui, et le problème futur, c'est encore lui. S'il avait dissous le 5 janvier, on pouvait croire à la rigueur qu'on avait affaire à un phénomène social seulement. Mais là, il dissout pas. Il essaie de financer, il essaie par orgueil d'avoir raison tout seul. Il nous cache qu'il a fait une police secrète et une diplomatie secrète. Il signe des traités à toute allure dans notre dos. C'est donc le plus gros mytho perso des 50 dernières années. Et toi, tu nous dis qu'il faut pas croire à l'influence des personnes ? Ben oui, moi j'ai du mal à croire qu'un type, nous répond l'abonné au Monde, qu'un type fasse un rêve prémonitoire à 18 ans à propos de son destin. Eh ben moi, j'ai fait un rêve l'autre jour, a dit Gustave, et Napoléon me disait, c'est moi et moi seul qui ai décidé de tuer le duc d'Enghien. Et il est cinglé ton Albert, tu peux lui dire de ma part. Et Gustave a conclu en imitant Rému dans un film de Pagnol. Et bien voilà, une fois de plus, tu as tort et c'est Napoléon qui te le dit. À bientôt, merci. En avant, marche. En 2019, la France vient d'entrer dans l'ère nouvelle et riante du prélèvement à la source. Nous avions eu le plaisir de l'apprendre grâce à une missive postée dans nos boîtes aux lettres et signée de la blanche main de Gérald Darmanin. Nous le découvrons maintenant sur nos bulletins de salaire. Appelons les choses par leur nom. Le prélèvement à la source est un gigantesque tour de passe-passe informatico-administratif qui permet d'alimenter au mois le mois les caisses de l'État, au mépris total de la sacro-sainte transparence dont on ne cesse de nous rebattre les oreilles depuis tant d'années. En effet, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu consiste à confisquer encore un peu plus la part de salaire qui nous est versée mensuellement, tout en accompagnant d'un flou artistique le montant exact des dépenses de l'État. Cette mensualisation, finalement, arrange tout le monde du côté de l'État, car tout cela est noyé, finalement, dans un prélèvement qui devrait, à la longue, apparaître assez indolore, entre guillemets, façon de parler, car tout de même, le prélèvement sur les bulletins de salaire est assez massif.
En fait, ce prélèvement à la source achève de déresponsabiliser le citoyen face à ces dépenses de l'État parce que le citoyen oubliera très vite que le prélèvement se fait pour payer des dépenses de l'État qu'il ignore de plus en plus puisque le prélèvement se fait mensuellement. Nos grands dirigeants réformateurs ont été très fiers de leur innovation. C'est pratiquement la plus grande innovation du siècle. Darmanin d'ailleurs l'avait dit, « Je serai le ministre de l'économie et des finances qui aura mis en place le prélèvement à la source ». En revanche, toucher aux dépenses de l'État, regarder les niches fiscales, ça c'est autre chose, ça ne compte pas. Le grand sujet, c'était le prélèvement à la source qui est mis en place. En fait, la fiscalité française est délirante par son poids et sa complexité. Mais finalement, pour Macron et Darmanin, ce qui compte, c'est le prélèvement à la source. Nous restons à l'heure actuelle terriblement prisonniers de cette conception française de la solidarité qui est complètement antinomique avec nos libertés. L'État nous prend notre argent pour l'utiliser comme il l'entend et ne nous attendons pas à ce que cela soit uniquement au seul service du bien commun. Ah ça, sûrement pas. Vous m'avez écrire si vous le souhaitez et je vous dis à très bientôt.